Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu, 2 vidéos, 2 semaines de suite. Je m'améliore, franchement. J'espère que vous êtes quand même un peu fiers de moi. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo wrap-up, étant donné que j'ai lu ce mois-ci. J'ai lu 4 livres. Franchement, c'est grave beaucoup parce que ces derniers mois, c'était vraiment pas ça en termes de lecture. Donc je suis grave fière de moi. En plus, c'était des livres quand même assez gros. Et du coup, je vais vous parler de mes lectures de ce mois de janvier. J'ai très bien commencé l'année étant donné que j'ai fait une lecture commune pour une relecture de La 9e maison qui, comme vous le savez, est un de mes bouquins préférés. Étant donné que ça faisait 2 ans que j'avais lu La 9e maison, j'avais envie d'avoir l'histoire fraîchement dans la tête parce que je savais qu'il n'y aura pas de récap au début de Hellbent et voilà, j'avais vraiment envie d'avoir les événements tout frais dans la tête pour bien pouvoir comprendre ce qui allait se passer dans Hellbent et comprendre les références, etc. et remémorer les personnages. Du coup, on a commencé l'année avec une lecture commune qui était trop bien. Il y a énormément de gens qui ont participé et je suis très heureuse d'avoir pu contribuer au rayonnement de La 9e maison parce qu'il y a plein de gens qui ne le connaissaient pas et qui du coup ont participé à la lecture commune et il y a pas mal de gens qui ont aimé, donc j'étais trop contente. Mais du coup, suite à cette relecture, j'ai donc lu le fameux, l'attendu, une de mes lectures les plus attendues de 2023, Hellbent de Leigh Bardugo, que j'aurais bien aimé vous présenter en physique mais que je n'ai toujours pas reçu alors que ça fait exactement 1 mois que je l'attends. Donc, s'il y a un représentant de Waterstone qui passe par ici, je tiens à dire que votre service est tout à fait scandaleux, que j'en ai rien à faire de ce qui se passe au Royal Mail et du fait qu'il y a eu des accidents, des cyber-accidents, je sais pas quoi. Moi, je m'en fous, je veux juste recevoir mon livre. Voilà. Hey, la Profias, tu as créé quelque chose de mauvais. Ceci est dit. Bref, du coup, je n'ai pas ma copie physique, mais j'attendais tellement avec impatience Hellbent. Mais j'avais un petit peu peur aussi que le 2e tome soit en dessous du premier, où j'avais peur d'être déçue, pour la simple et bonne raison que, de manière générale, en fantasy, les 2e tomes sont toujours en dessous du premier tome, clairement, que avec la catastrophe qu'avait été le 2e tome de Crescent City, j'avoue que j'étais un peu sur mes gardes, voilà, il y avait un petit peu d'appréhension. Mais clairement, je peux vous dire dès à présent, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore lu Hellbent, que le livre était incroyable. Je trouve qu'il était même meilleur que le premier. Pour vous dire déjà que je tiens La 9e maison en très haute estime, mais alors Hellbent, il était vraiment génial. Je ne vous fais pas de résumé détaillé parce que ça risque de vous spoiler, mais dans ce 2e tome, on retrouve nos personnages qui sont très décidés à partir en enfer pour récupérer l'or très cher et l'or précieux d'Arlington. Et clairement, toute la dynamique du livre était parfaite en fait. On avait au début, il me semble, une petite alternance de points de vue, mais le livre était divisé en parties, si je ne me trompe pas, et à partir d'un certain moment, on n'était que sur une seule timeline, donc c'était beaucoup moins compliqué à comprendre que pour le premier tome de La 9e maison. Franchement, j'ai tout aimé de A à Z, que ce soit les personnages et le fait qu'on voit beaucoup plus les personnages secondaires comme Doess, comme le détective Turner et d'autres personnages qui se ramènent aussi dans l'histoire, que on retrouve Alex qui est un de mes personnages préférés, qu'elle a l'air beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiante, et le fait qu'elle ait des personnes sur qui elle peut compter alors que ça n'a jamais été le cas dans sa vie, ça joue aussi énormément sur son personnage et ça j'ai vraiment trop aimé. Et le fait que dans ce livre il y ait une troupe found family, franchement je m'y attendais un petit peu après ce qui s'était passé dans le premier tome, mais ça a comblé toutes mes attentes. C'était clairement à la hauteur du tome 1 et même au-delà, puisque on a retrouvé l'humour qu'il y avait, le sarcasme d'Alex et de Turner, le personnage de Doess que j'aime vraiment beaucoup, et le fait qu'en fait dans ce tome 2 il y ait beaucoup plus d'action et de rebondissement que dans le tome 1 qui était quand même un tome d'installation qui certes était très sombre mais qui avait pas tant d'action que ça, on va dire. Quand j'ai relu le premier tome, c'est ce que je me suis dit, alors que dans le 2e tome, clairement,
à la fin de chaque chapitre, ça donnait envie de lire la suite. Et je crois que je l'ai lu en 3 jours, et encore c'est parce que je me suis restreinte en me disant mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie après avoir lu Hellbent. Mais clairement il était trop bien, l'intrigue est géniale, l'inspiration qu'a tiré Leigh Bardugo de tout ce qui est pouvoir des alchimistes, etc. pour la réalisation de Hellbent était très bien maîtrisée. Et en fait j'ai rarement lu un livre où le système de magie était aussi détaillé et avait l'air aussi réaliste. Et je pense que ça fait vraiment la force de son écriture et la force du livre parce que bah on y croyait vraiment en fait. Et clairement la tension qu'il y avait dans ce livre, c'est-à-dire que dans ce deuxième tome, il n'y a même pas un bisou qui est échangé entre 2 personnages, mais d'une manière ou d'une autre, le niveau de spice est quand même de 5 étoiles, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y a une tension perpétuelle et juste des déclarations qui ne sont pas vraiment des déclarations mais qui ont l'air d'être des déclarations, et c'est clairement tout ce que j'aime. Enfin la dynamique qu'il y avait entre Alex et Darlington, etc. C'était incroyable franchement. La fin en plus nous laisse sur un cliffhanger, donc j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. J'ai juste un petit peu peur parce que je sais que ce sera une trilogie, à mon plus grand désarroi. J'aurais vraiment aimé que ce ne soit pas le cas et qu'il y ait plus de tomes, mais Leigh Bardugo a dit que ce serait une trilogie et j'ai peur de savoir comment est-ce qu'on va réussir à dénouer tout le livre, plus à en savoir plus sur Alex, sur son père, etc. Dans seulement un tome pour clore cette trilogie fantastique. Donc j'attends de voir, j'espère qu'elle va pas nous faire attendre 3 ans encore, parce que sinon je risque de péter les plombs. Mais clairement je vous le recommande à 100%. Si vous n'avez pas encore lu La 9e maison, foncez, en sachant que le 2e tome est encore meilleur que le premier. Ensuite, j'ai lu The Blood Trials de N.E. Davenport, qui avait été fortement recommandé par Hailey de la page Pages of Hailey. Je dis ça genre dans chacun de mes wrap-ups, j'ai l'impression, mais je suis vraiment beaucoup ses recommandations. Et elle avait absolument aimé, elle avait adoré, elle a dit que c'était un de ses nouveaux livres préférés avec une héroïne qu'elle adorait. Donc bien évidemment, j'étais obligée de le lire. Dans The Blood Trials, c'est un livre qui est un mélange de fantasy et de science-fiction où on suit ce personnage principal qui est Ikenna et qui vient de perdre son grand-père qui était le dernier membre vivant de sa famille, et du coup elle est très triste et complètement chamboulée. Et son grand-père en fait était un haut gradé de la République, qui est une république militaire clairement, puisqu'elle est constamment en guerre les uns avec les autres et que les membres du gouvernement sont eux-mêmes des hauts gradés militaires. Et donc son grand-père avait atteint un statut vraiment très élevé pour un membre de leur caste, on va dire, ou de leur ethnicité, puisque dans cette république il y a un très fort racisme, et que les gens qui ressemblent comme Ikenna en général n'accèdent pas à des grades aussi hauts dans le gouvernement. Sauf que le grand-père de Ikenna est mort, et du coup elle renonce elle-même à entrer dans le corps d'élite de l'armée alors que c'était son rêve et qu'elle s'est entraînée pour ça quasiment toute sa vie. Sauf qu'elle va apprendre qu'en fait son grand-père a été assassiné, et du coup pour essayer de savoir comment, pourquoi et surtout pour se venger, elle décide finalement de rentrer dans ces jeux, ces épreuves qu'on appelle les Praetorian Trials, ou les Blood Trials, accompagnée de ses 2 meilleurs amis qui eux aussi veulent faire partie de ce corps d'élite. Et du coup elle va endurer toute une série d'épreuves, toutes plus dures les unes que les autres, toutes plus meurtrières les unes que les autres, en voyant les gens autour d'elle mourir et en essayant de savoir ce qui s'est passé et qui a tué son grand-père. Tout en sachant, j'allais oublier une chose très importante, c'est que Ikenna a un don qu'on appelle un blood gift qu'elle cache depuis qu'elle est toute petite, parce que cette république en fait a renversé les dieux, et le don qu'elle a en fait c'est un don qui est accordé par les dieux, et du coup toutes les personnes qui ont ce don là sont traquées, puisque ce sont des dons que possède le pays ennemi qui a failli complètement annihiler la république et qui a causé des crimes de guerre tout à fait atroces. Donc elle doit cacher également ce don, mais il pourra lui servir lors de ses épreuves. Alors ne vous fiez pas à la couverture parce que on dirait que ce livre est YA, mais il ne l'est absolument pas. C'est-à-dire que quand on le commence, c'est vrai que ce soit le rythme ou les interactions des personnages et le fait que les personnages aient 18-19 ans, ça peut se lire comme du YA, mais il y a certains moments qui sont très adult coded.
Je le confirme parce que clairement les trigger warnings, cannibalisme et tout ce qui s'ensuit, voilà. C'est très très violent, les dépictions... Mais ça va pas moi, hein. Les descriptions de scènes violentes sont très décrites, voilà, on rentre très très en détail, c'est très très graphique et explicite, donc pour les gens qui n'aiment pas la vue du sang ou tout ce qui s'ensuit, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais clairement, si je devais comparer ce livre, je ferais une comparaison à Hunger Games et à Divergente. Pour moi, c'est le mélange parfait des deux entre fantasy et science-fiction. Et moi, j'ai bien aimé ce livre. Enfin, ça n'a pas été un coup de cœur. Je m'attendais à vraiment, vraiment adorer. Ça n'a pas été le cas. Je pense que c'est parce que j'ai eu pas vraiment du mal avec le personnage d'Ikena, mais c'est vrai qu'à certains moments, ses actions étaient un peu immatures et beaucoup trop impulsives à mon goût, c'est-à-dire que vraiment, elle n'a en tête que la vengeance, et moi j'ai un petit peu du mal avec les personnages qui n'ont en fait que la vengeance en tête et qui n'ont littéralement pas d'autre centre d'intérêt et ne pensent pas à autre chose. Ça me frustre un petit peu, et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, surtout en ce moment, en littérature, dans la fantasy. J'ai l'impression qu'il y a... En fait, on retrouve toujours le même type d'héroïne et que l'héroïne vengeresse qui veut tuer tout le monde et qui ne reculera devant rien pour tuer tout le monde pour se venger, c'est quand même un trope qu'on retrouve très souvent et que moi ne me plaît pas plus que ça. Donc voilà. Mais en dehors de ça, c'est un livre qui est très fast-paced. Enfin, clairement, il se passe tout le temps des trucs, même si parfois il y avait quelques petits moments de longueur où je m'ennuie un petit peu. Et surtout, je pense que c'est un livre qui est très long. Vu comme ça, on dirait pas, mais il me semble qu'il fait il doit faire 140 000 mots. Bon, on dit comme ça, c'est peut-être pas très explicite, mais en fait c'est écrit tout petit. Il fait 480 pages, mais l'écriture c'est une police 10 ou 11 je crois, donc pas la police classique. En plus ce sont des grandes pages, etc., mais les chapitres sont courts, ce qui contribue au fait qu'on avance quand même assez rapidement dans la lecture. Il y a une relation en particulier que j'ai bien aimée dans ce livre et j'aimerais vraiment beaucoup qu'elle soit exploitée plus en détail dans le deuxième tome, parce que bizarrement, moi qui ne suis pas très romance, les miettes de romance qui m'ont été données dans ce livre, j'avoue, j'ai été séduite. Clairement, j'étais un petit peu en mode fangirl et limite j'aurais voulu plus en fait. Donc j'espère que dans le deuxième tome, on en verra plus, même si en soi, la romance n'est absolument pas, mais alors absolument pas au cœur de l'histoire, je préfère le préciser. Et ce qui est totalement compréhensible quand on comprend les motivations des personnages et le fait qu'ils doivent subir des épreuves qui risquent de les tuer à chaque fois. Donc voilà, ça fait sens. Du coup, si vous avez aimé Hunger Games, si vous avez aimé Divergente, allez-y, lisez-le. Et franchement, j'aimerais trop que ce livre soit traduit en français parce que je pense qu'il pourrait plaire à énormément de lecteurs et lectrices en France. Donc voilà, on croise les doigts. Ensuite, j'ai lu un livre qui n'était absolument pas prévu mais qui était dans ma bibliothèque, dans ma palle depuis plus d'1 an, donc je me suis dit qu'il était temps. J'avais pas spécialement envie de lire en anglais, j'avais envie de souffler un petit peu. Du coup, j'ai pris Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille, qui est sorti je crois l'année dernière, que j'ai acheté tout de suite parce que j'avais adoré Le syndrome du spaghetti de la même autrice. Et du coup, dans ce roman qui est aussi un contemporain, on va suivre en fait 3 femmes en parallèle, donc chaque chapitre est dévolu à une femme et chacune d'entre elles en fait a un rapport particulier à la grossesse et à la maternité. Et du coup dans ce livre on va beaucoup parler de grossesse, de maternité, de dépression postpartum et du fait que dans la société on ne dit pas vraiment ce qui arrive à une femme lorsqu'elle devient mère. En fait on met en avant que les aspects positifs alors que tout le monde ne passe pas par les mêmes émotions et tout le monde ne vit pas les choses de la même manière, ce qui peut mener en fait à des femmes qui font des dépressions tout simplement parce que se retrouver seule avec un bébé, avec son corps complètement qui change, parfois personne pour nous aider avec cet enfant, etc., la fatigue, l'allaitement, tout ça, c'est très très compliqué pour une jeune maman. Et franchement, j'ai bien aimé cette lecture. Je sais qu'il y a des copines qui l'ont lu, mais qui n'ont pas plus accroché que ça parce qu'elles sont pas vraiment à ce stade-là de leur vie. Moi non plus, j'ai envie de vous dire, je ne compte pas devenir mère demain, je ne suis pas non plus enceinte, mais j'ai trouvé que ce livre était très beau. Enfin, clairement, je pense qu'il peut aider énormément de personnes qui peuvent se retrouver dans ces situations sans savoir quoi faire, etc. Et je pense que c'est clairement un livre important qui pourra
aider plein de gens. Mais moi j'ai bien aimé ce livre parce que je pense qu'il est particulièrement important, que c'est un sujet qui n'est pas très abordé aujourd'hui et que ce genre de livre pourrait aider énormément de personnes. On retrouve en plus la plume totalement addictive et lumineuse de Marie Varey, enfin le même type de plume que j'avais aimé dans Les Chaussettes et dans Le syndrome du spaghetti, même si Le syndrome du spaghetti c'est un young adulte. Il se lit clairement très vite, hein, il fait 380 pages, donc voilà, j'ai réussi à le lire très rapidement. On nous dépeint vraiment des personnages, ces trois femmes sont très différentes les unes des autres, et elles affrontent des choses, elles sont dans des situations qui sont complètement différentes en fait, mais finalement elles ont quand même un lien qui les unit, qui est donc la maternité. Donc c'était un chouette livre. Mon seul point noir ce serait peut-être la fin. J'ai trouvé que c'était quand même assez rapide, parfois un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est des trucs qu'on retrouve, que j'avais retrouvé aussi avec La vie rêvée des chaussettes orphelines, donc ça m'a pas plus choqué que ça parce que j'ai l'impression que c'est dans le style de l'autrice finalement, mais franchement c'était quand même un bon roman, enfin j'ai passé un bon moment de lecture, donc si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas et foncez. Et pour terminer, le quatrième livre que j'ai lu au mois de janvier, qui était lui aussi une de mes sorties les plus attendues de 2023 et qui s'est avéré être une déception, il s'agit de Gleanings de Neil Shusterman, qui est en fait un roman compagnon, enfin c'est un recueil de nouvelles dans le monde de La Faucheuse. J'ai absolument adoré La Faucheuse, c'est une de mes trilogies de dystopie YA préférées et du coup bien évidemment j'attendais avec impatience Gleanings qui avait été très promu sur les réseaux sociaux par l'auteur, sauf que clairement ça l'a pas trop fait avec moi. En fait, comme j'ai dit dans Gleanings, c'est un recueil des nouvelles qui se passe dans l'univers de La Faucheuse, donc on n'a absolument pas les mêmes personnages, on retrouve pas du tout Citra Erwan, les personnages principaux de La Faucheuse, mais on va retrouver d'autres faucheurs, des histoires parallèles en fait, voilà, qui se passent dans le même monde, ce que j'ai déjà répété 3 fois, que ce soit avant la trilogie principale ou un petit peu après ou vraiment bien avant, et c'est des nouvelles qui sont toutes plus différentes les unes que les autres, certaines ont été écrites en collaboration avec d'autres auteurs. Et certes, il y en a certaines qui étaient bien meilleures que d'autres, enfin le niveau de toutes les nouvelles ne se valait pas, et on sentait bien en fait les nouvelles qui étaient écrites en collaboration avec d'autres auteurs, on sentait clairement la différence que quand c'était des nouvelles qui étaient écrites seules par Neil Shusterman, et du coup voilà, enfin j'ai pas été hyper convaincue. Clairement je pense que c'était un livre qui n'était absolument pas nécessaire, j'aurais limite préféré soit un vrai préquel, soit une suite, mais là c'était clairement pas fou. Du coup oui, je suis quand même très déçue. Après c'était pas mauvais, hein, clairement c'était pas mauvais, mais je m'attendais quand même à mieux après avoir ressenti ce que j'ai ressenti à ma lecture de La Faucheuse. Et d'ailleurs j'ai remarqué que je pense que je n'aime pas les écrits de Neil Shusterman lorsqu'il écrit avec son fils, parce que j'avais aussi lu Dry ces derniers mois du même auteur, mais cette fois-ci qu'il a coécrit avec son fils, et j'avais pas accroché non plus. Du coup je sais pas, je me dis que quand il écrit avec son fils, visiblement c'est pas trop ma tasse de thé. Mais bon voilà, il en reste qu'il y a quand même des nouvelles qui sont plutôt chouettes dedans, mais clairement pas au niveau de La Faucheuse, donc petite déception de ce côté-là. Et voilà tout le monde, c'est tout pour mon wrap-up du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous avez lu au mois de janvier. Et d'ailleurs, je suis ouverte aux suggestions. Si vous avez des idées de vidéos, de choses que vous aimeriez que je fasse, eh bien dites-moi, ça me ferait plaisir. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.